Salut, salut, je suis Douleur Ngilamoto, votre humble serviteur. J'écoute Diaf Radio. Faites comme moi pour être heureux. Écoutons tous Diaf Radio. Diaf Radio, oh oh oh, qui s'y frotte s'y accroche. Diaf Radio, la chaîne de référence qui sans cesse fait la différence. Bonjour et bienvenue à tous. Le 3 mai marque chaque année la célébration de la Journée mondiale de la presse, l'occasion de pointer les difficultés des journalistes pour exercer leur métier dans certains pays, voire pour les médias libres d'exister, et de constater les disparités entre les pays africains. Pour parler de la situation de la liberté de la presse en Afrique, nous recevons aujourd'hui 4 journalistes chevronnés. Ensemble, nous allons évoquer la situation de la liberté de la presse en Afrique, revenir sur le classement de Reporters sans frontières et enfin, établir les responsabilités de cet état de fait. Jingle. Dans ce programme, le 3 mai marque la Journée mondiale de la presse. Sur le continent, on le sait, la liberté d'expression varie du tout au tout entre une liberté totale et une absolue répression. La haine des journalistes, les attaques contre les reporters d'investigation, la censure, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, les pressions économiques et judiciaires contribuent à affaiblir la production d'une information libre, indépendante et de qualité. Je vous le disais également, pour débattre sur ce sujet, nous avons avec nous 4 journalistes chevronnés. Jean-Placide Seri, journaliste indépendant à Paris. Il a fait les beaux jours de la presse ivoirienne, directeur général de Radio Amitié Abidjan et chef de service faits divers et grandes enquêtes au quotidien Soir Info. Bonjour et bienvenue, Jean-Placide. Merci beaucoup, Madame Mireille. Avec nous également, Boni Félix Nyangoran, journaliste professionnel, résident en France, rédacteur en chef de TLMD Magazine et membre de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Bonjour et bienvenue, Boni. Bonjour Mireille Ngosso, c'est un plaisir de partager avec toi cette antenne pour parler justement du métier qui nous tient tous à cœur, le métier de journaliste. Nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Ferdinand Maïga, journaliste et chercheur camerounais. Il s'intéresse depuis plus d'une décennie à la problématique du développement de l'Afrique. Il est le correspondant en France de plusieurs médias. Il vit à Paris en France. Bienvenue Ferdinand. Bonjour Mireille Ngosso, bonjour Empereur, bonjour Placide, bonjour Boni. Bonjour également à tous les auditrices et auditeurs qui probablement vont nous écouter en ce moment à travers le monde. Merci beaucoup. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer avec Ferdinand Maïga. Pour vous, quelle est la situation, quel est l'état de la liberté de presse en Afrique? C'est une question assez pertinente, cher conseil Mireille. La situation de la liberté de la presse en Afrique est assez, comment je peux dire ça, assez manichéenne dans la mesure où, lorsqu'on regarde très bien, on verra que il y a certains pays quand même qui font des efforts en matière de liberté de la presse et bien d'autres qui n'en font pas, puisque d'après le dernier rapport, on verra par exemple que certains pays, à l'exemple par exemple du Sénégal, se retrouvent à la 48e place, n'est-ce pas, en matière de liberté de la presse. D'autres pays comme la Namibie, carrément, se retrouvent en très très bonne position, à la 23e place, ou encore le Botswana à la 39e, le Burkina à la 38e. Par contre, d'autres pays, à l'exemple du Cameroun, sont très très loin derrière, à la 134e place. Et voilà. Et donc, vous pensez que c'est une liberté à géométrie variable? C'est une liberté à géométrie variable dans la mesure, dans certains pays, on a le sentiment qu'il y a des efforts qui sont faits en matière de liberté de la presse, n'est-ce pas? Et que dans d'autres pays, il y a une espèce de répression des journalistes. Si je prends le cas du Cameroun en particulier, vous savez, certains de nos journalistes traversent des situations assez difficiles en ce moment. Je prendrai le cas, par exemple, de Christophe Obiokono, par exemple, qui a été condamné il n'y a pas très longtemps, qui est le rédacteur, le DP de l'hebdo Kalara. Vous avez l'histoire de Mimi Mefo, qui était rédactrice en chef adjointe, n'est-ce pas, du service anglophone de Equinox TV, qui finalement est obligé de partir, qui vit aujourd'hui en Allemagne, et bien d'autres encore qui traversent des situations assez complexes et assez difficiles. Nous également, on a connu à un moment donné, n'est-ce pas, ces problèmes de liberté de la presse. Moi, je me souviens d'avoir vécu peut-être que dans
émission, j'aurai l'occasion d'en parler. Nous avons personnellement également à notre tour connu des difficultés, notamment en 2006, des situations qui seraient très difficiles d'oublier, n'est-ce pas, des pressions, voilà, et même des agressions. Et donc, voilà. Nous allons certainement revenir en détail dans la deuxième partie de ce programme sur le classement qui a été fait par Reporters sans frontières. Alors, Jean-Placide Seri, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que venait d'avancer Ferdinand Maïga? Comment avez-vous vécu la journée du 3 mai? Tout à fait d'accord avec le collègue Ferdinand. C'est quoi en Afrique aujourd'hui la liberté de la presse? En fait, la liberté de la presse, c'est la liberté d'imprimer, de diffuser. Mais on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, qui est mon pays d'origine, et le monde est maintenant, c'est-à-dire sous les nouveaux présidents, que j'appelle les nouveaux présidents, les hommes d'affaires qu'on appelle présidents, il n'y a plus cette liberté, il n'y a plus cette expression, cette liberté d'expression. Alors, tous les journalistes sont bâillonnés, il n'y a plus cette liberté en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Ferdinand. Et moi, ma Côte d'Ivoire est placée 12e, est classée 12e sur le classement. Vous voyez comment c'est honteux. Et autant jadis, autant de nos prédécesseurs, c'est-à-dire des chefs d'État qui étaient là avant, c'était un peu moins visible. Ils le faisaient, mais tout à fait en cachette, sous les tables. Mais maintenant, avec ces nouveaux présidents qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on dise ce qu'ils font comme bêtises. Alors, si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que la liberté de la presse régresse en Côte d'Ivoire, c'est ça? Elle régresse beaucoup, régresse pas forcément en Côte d'Ivoire, mais en plus pas sur l'étendue du territoire africain. Oui, donc ça régresse, hein. Vraiment ça ne marche pas. Donc la liberté de la presse n'est plus comme elle était dans le temps. Donc, alors, Boni Félix Niangouran, vous êtes avec nous également. Est-ce que vous pouvez vous aussi nous donner un peu votre avis sur la situation de la liberté de la presse en Afrique? Alors, merci beaucoup. Je partage en grande partie le point de vue de mes différents confrères. C'est que en Afrique, il est vraiment difficile c'est le métier de journaliste, compte tenu de certaines pesanteurs, des pesanteurs politiques et des pesanteurs économiques. Et donc, tout est fait de sorte que la liberté de la presse soit, je dirais, en griffe brimée. Voilà, si je peux me permettre ce jeu de mots. Parce que il y a des gens qui ont intérêt à ce que des informations ne circulent pas ou des informations ne soient pas diffusées. Bien entendu, il ne faudrait pas rejeter du revers de la main toutes les initiatives aussi qui sont prises au niveau des dirigeants, parce que, comme on le dit, le tout n'est pas de tout dire. Et si nous voulons qu'il y ait de la qualité au niveau de l'information, il est important aussi que chacun à son même niveau puisse prendre sa part de responsabilité. Les gouvernants ont intérêt à gouverner. En même temps, ils n'ont pas intérêt à ce que tout soit mis à la place sur la place publique. Donc, il revient à nous journalistes aussi de savoir, dans la limite de l'exercice de notre fonction, de savoir justement, selon le code de déontologie que nous avons tous connu sur les bancs en termes de formation, qu'on puisse justement faire la part des choses. Et je pense que d'une certaine manière, bon, on essaie clopin, on essaie par exemple d'avancer, mais il est tellement clair que voilà, on ne pourra pas avoir de liberté totale au niveau de la presse. Ça, ne nous faisons pas d'illusions, parce que ceux qui sont les dirigeants ne sont pas nos copains, quand bien même que certains parmi nous soient un peu abonnés justement, voilà, au couloir des différents palais, mais les dirigeants ne sont pas nos copains. Et donc, il nous faut véritablement faire notre travail, tout en sachant que voilà, on n'obtient rien facilement. Et c'est à nous, chaque jour que se fait, de pouvoir gagner toujours, je dirais, voilà, en indépendance. Voilà ce que je peux dire. Jean-Placide Seri, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que journaliste, c'est un métier à risque? Beaucoup à risque. C'est un métier vraiment. Alors, la vie, c'est un choix. Comme je le dis, la vie, c'est un choix. Ou on a mis aux dirigeants, ou on fait véritablement son travail. Donc, comme il a dit, Niangouran Félix, effectivement, il faut savoir aussi disséquer les choses. Vous voyez, donc la liberté de la presse est l'un des principes vraiment fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Mais est-ce que vraiment on applique cette expression?
Est-ce que vraiment on va au feu ou au charbon, nous les journalistes de maintenant, bon, disons les journalistes africains. Donc, c'est tous les soucis qui font qu'aujourd'hui, les journalistes se retiennent. Ils ont des trucs à dire, mais les dirigeants ne sont pas nos amis aussi. Et c'est pas tout, on met sur la place publique. Il faut aussi savoir faire la différence entre le respect et le non-respect. Ferdinand Mayega, en tant que journaliste, est-ce que vous avez connu une situation effectivement de risque, comme on le disait avec Jean-Placide Seri? Est-ce que c'est vraiment risqué aujourd'hui d'être journaliste? Est-ce que vous conseillerez, on va le dire un peu plus loin, à un jeune d'être journaliste en Afrique aujourd'hui? Ben, vous savez, comme je dis toujours, le journalisme, c'est avant tout une passion. C'est pas seulement une affaire de tête bien pleine, mais de tête bien faite, de passion, de rigueur, de curiosité, de créativité et d'amour. Ensuite, le talent, le regard, la compétence et l'effort font la différence. Dès lors qu'un jeune a cette passion, n'est-ce pas, a cet amour pour le métier, on ne peut pas exclure un enfant de faire ce qu'il aime. Hein, voilà, nous également, à un moment donné, nous avons rêvé de faire le journalisme. Au départ, je rêvais de devenir pilote d'avion et des études aéronautiques, mais plus tard, j'ai décidé d'aller vers le journalisme. Donc, par passion. Donc, voilà, si un jeune a de la passion, je ne dirais pas à un jeune de ne pas faire le métier de journaliste. Mais comme tous les métiers, hein, il y a le bien et le mal, il y a des risques, notamment dans ce métier-ci pour l'exercer en Afrique. Et dans certains pays, parce que dans tous les pays en Afrique, c'est pas la même situation en matière de répression hein, de journalistes. Et donc, voilà, si un enfant a de la passion pour le métier, je ne dirais pas à un enfant de ne pas faire le métier. Nous également, on a fait ce métier tout en sachant qu'il y avait des risques. Parce que nous, lorsqu'on l'a commencé, on savait bien. Moi, j'ai commencé le métier, j'étais très jeune, j'avais à peine 21 ans. Hein, c'était en 1997. Alors, à cette époque, on entendait déjà parler des Tchungaoui et tout le reste. Voilà. Et puis, on savait tout ce qu'ils vivaient à cette époque-là, au Cameroun, nos aînés et tout. Mais la passion n'a pas empêché de continuer ce métier. Hein. Et malgré tout, on a connu également des difficultés, parce que moi, je me souviens, notamment en 2006, lorsque je suis allé couvrir des élections présidentielles au Bénin, hein, les élections gagnées par Yahya Boni, et que je suis revenu au Cameroun, j'ai fait un reportage, un dossier spécial, par exemple, sur quelque chose qui m'avait profondément marqué au Bénin. C'était de voir un colonel d'armée à l'époque, le colonel Étienne Adossou, qui était conseiller technique chargé des affaires stratégiques au ministère de la Défense du Bénin, donner une conférence publique au siège de justice et paix à Cotonou sur le thème de la démocratie au sein de l'armée, richesse et limites de la liberté d'expression. J'étais fasciné qu'un officier supérieur de l'armée d'un pays comme le Bénin puisse donner une conférence publique, je me dis bien publique, sur un sujet aussi sensible. Alors, voyez-vous, je suis rentré au Cameroun, j'ai fait un dossier sur le sujet. Je vous rappelle que je suis passé dans plusieurs radios de Douala, et à peine je sortais d'une radio, la première fois que quelqu'un m'a appelé pour me dire, bah, en fait, ce que vous avez vu au Bénin, c'est ce que vous voulez amener au Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun, le Bénin, c'est le Bénin. Voyez-vous. Alors, je vous dis que pendant tout le temps que j'ai passé, jusqu'à mon départ au Canada en mai 2007, grâce, n'est-ce pas, je dirais à la volonté divine, qui a permis que j'obtienne un prix international de journalisme qui m'a été remis au Canada, et que mes aînés qui vivent au Canada depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, avec la pression de ma mère au Cameroun, qui avait toutes les peurs du monde que du jour au lendemain, son fils peut disparaître, de dire à mes aînés de tout faire pour m'arrêter au Canada, de ne plus rentrer au Cameroun. Voyez-vous, vous comprenez que ces problèmes-là, de la liberté de la presse, de la répression des journalistes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos aînés ont connu ça. Nous également, chacun à son niveau a connu ces problèmes-là. Nos petits, nos cadets, nos enfants connaîtront également ces problèmes, mais c'est une lutte perpétuelle. Parce que vous savez, rien n'est gagné, hein, même dans ces pays-ci, la liberté, la démocratie et tout le reste, là, ou dans d'autres pays, tout a été gagné. Hein, donc, il faut continuer à lutter contre cette répression-là, n'est-ce pas, des journalistes. Mais il faut également reconnaître que tous les journalistes ne font pas exactement bien leur métier. Il faut le savoir également. Parce que certains sont également la solde des lobbies. Il ne faut pas ignorer cela. Quand on lit dans certains journaux, n'est-ce pas, que ce soit au Cameroun, quand on regarde le paysage de la presse dans certains pays, il suffit de lire certaines unes de journaux. Et ça me rappelle un ancien ministre, n'est-ce pas, du Zaïre, de l'Est, du Zaïre, de la RDC d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Lunda Bouloulou, qui, à propos de la presse du Zaïre, disait les journaux zaïrois ont des titres ronflants avec une argumentation sablonneuse. Pour dire que quelquefois, quand on regarde la une de certains des journaux,
on comprend très vite que celui-ci, il a la solde du pouvoir, pour l'autre, a la solde de certains autres lobbies. Et donc, le rôle du journaliste, c'est d'informer et de bien informer. Parce que informer, c'est quoi? Informer, c'est donner... Maïga, voilà. On va revenir en détail sur la responsabilité des uns et des autres. On parlera notamment de la responsabilité des journalistes dans cet état des faits. Alors, Boni Félix Niangouran, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette haine, on va dire, viscérale contre les journalistes en Afrique? Comment vous expliquez ça, vous, à votre niveau? Je pense que cette haine, elle est d'autant plus simple, c'est que c'est ceux qui ont des choses à cacher qui estiment que les journalistes deviennent de facto un danger pour eux, que ce soit les gouvernants, les opérateurs économiques et toutes les forces, je dirais, qui sont en présence et qui ont d'une manière ou d'une autre intérêt à ce que une information ne soit pas, ou l'information en règle générale ne soit pas diffusée. Bien entendu, il y a ce qu'on pourrait appeler pour des États, des secrets de défense, des informations confidentielles qui relèvent du secret de défense, qui ne sont pas de nature à être mises à la portée de tous. On peut bien comprendre, mais de vous à moi, sachez que quand on est dans certains pays et qu'il y a des accointances entre des réseaux mafieux et des dirigeants, bien entendu, le journaliste qui doit faire de l'investigation devient un poil à gratter, devient quelqu'un, par exemple, qu'il faut, comment dire, neutraliser. Et donc, tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'information ne soit pas diffusée. Et donc, le journaliste, je dirais, par essence, ce n'est même pas seulement qu'en Afrique. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, une de nos consoeurs du côté de Malte a été exécutée sommairement, a été assassinée. Parce qu'effectivement, et je vous parle d'ici en Europe, à quelques encablures de l'Italie. Donc, ce n'est pas une question d'Afrique. Je dirais que c'est une question mondiale. Demandez à des journalistes chinois de vous dire un peu comment ça se passe aussi en Chine. Demandez aussi à certains qui sont en Russie comment ça se passe. Donc, c'est un problème mondial et je pense qu'il revient à toute une corporation, de faire l'état des lieux et de voir, semble-t-il, comment, à géométrie variable, comment on peut faire en sorte que voilà, le métier soit exécuté sans qu'on ne soit pas pris comme cible. Voilà, si un journaliste est considéré aujourd'hui comme étant un fauteur de troubles, en ce moment-là, où va la liberté de la presse, où va la démocratie? Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci. Voilà, nous allons achever donc cette première séquence et nous allons prendre la deuxième séquence. Jingle. Diaf Radio, oh oh oh, qui s'y frotte s'y accroche. Diaf Radio, la chaîne de référence qui sans cesse fait la différence. Bienvenue une fois de plus, nous entamons donc la deuxième séquence. Au cours de cette deuxième séquence, nous allons parler, nous allons commenter avec nos invités sur le plateau. Donc, le classement qui a été fait par Reporters sans frontières, c'est un classement qui est fait chaque année. Nous allons essentiellement nous intéresser donc au classement africain. Je vais avec vous donner un certain nombre d'indications. On a par exemple dans le top 10 la Namibie, le Cap-Vert, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Botswana, le Sénégal, Madagascar, Maurice et le Niger. La Côte d'Ivoire arrive à la 12e position. Le Cameroun est à la 40e position. Alors, moi, je voudrais savoir avec vous, et je vais commencer par Ferdinand Maïga, est-ce qu'on peut parler d'une exception namibienne? Parce que le pays arrive quand même pour la 4e fois consécutive à la tête des pays africains où la liberté de la presse est la plus respectée. Alors, vous pensez que ce pays-là a un secret? Est-ce que c'est le secret des pays anglophones? Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous parlez de la Namibie? De la Namibie, bien sûr. Oui, on a le sentiment que les pays anglo-saxons, n'est-ce pas, sont plus ouverts en matière de liberté de la presse, hein. Quand on regarde justement le classement, on verra que la plupart des pays anglo-saxons sont, ou alors anglophones au Cameroun, en Afrique, sont bien placés. Et que vous prenez des pays comme le Botswana, la Namibie,
voilà, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Le Ghana, voilà, le Ghana. Et personnellement, c'est vrai, parce que moi, j'ai observé au Ghana, j'étais au Ghana il y a à peine un an, hein, j'ai observé comment ces gens travaillent chez eux et tout. J'avoue que non, il y a un effort en matière de liberté de la presse. Ça doit être culturel, hein, ça doit être culturel, et c'est également dû à leur histoire. Il faut savoir, vous savez, c'est un peu comme le cas dans nos pays. Nous avons commis dans un pays comme le Cameroun deux systèmes, n'est-ce pas, le système direct francophone et le système indirect role anglophone, n'est-ce pas, qui associait, n'est-ce pas, les populations locales à la gestion du pays. Et donc, il y a une espèce de liberté déjà, n'est-ce pas, historiquement, chez ces gens-là. Donc, c'est la même mentalité. C'est ce qui fait que même dans la partie anglophone du Cameroun, on a le sentiment qu'il y a plus, n'est-ce pas, un effort en matière de reconnaissance de cette liberté, n'est-ce pas, de pluralité, n'est-ce pas, de cette liberté, n'est-ce pas, de cette liberté d'information-là. Donc, mais il faut tout de même reconnaître également que dans certains de nos pays francophones, prenons le cas du Sénégal, que je connais très bien, j'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs médias au Sénégal, également il y a moins de 2 ans, et tout, on se rend compte qu'il y a un effort qui est fait. Et même un pays comme le Cap-Vert, qui est un pays lusophone, hein, on voit que voilà un pays qui est très ouvert en matière de liberté de la presse et tout. Et même, prenez le cas de Madagascar. Voyez-vous, est-ce que vous savez, le président malgache vient de libérer récemment par rapport à la journée, n'est-ce pas, du 3 mai, tous les journalistes, n'est-ce pas, qui étaient emprisonnés au pays ou qui connu des problèmes et tout. Il a libéré tous ces gens-là. Donc, ça veut dire que dans certains pays, il y a un effort qui est fait en matière de liberté de la presse. Alors, est-ce que ça tient, Ferdinand Maïga? Est-ce qu'on peut se dire que tout à l'heure, vous avez parlé de l'histoire de ces pays anglophones, mais on voit quand même dans le top 10 un certain nombre de pays francophones. Alors, du coup, qu'est-ce qui peut expliquer que dans ces pays-là aussi, qui ont à peu près la même histoire que le Cameroun, la République centrafricaine qui arrive un peu plus loin, qu'on ait quand même déjà une liberté de la presse qui s'exprime? Oui, ben, disons que il y a, c'est très, je sais pas comment vous répondre, mais tout ce que je pourrais vous dire, vous savez, la liberté, la presse et la démocratie va de pair, hein, quasiment, parce que dans certains de ces pays-là où il y a un effort en matière de liberté de la presse, si vous regardez très bien, vous verrez que le processus de démocratisation est assez avancé. Prenez même le cas du Sénégal, par exemple. On voit les efforts en matière de démocratie dans le pays et ça se ressent en matière de liberté de la presse. Prenez un pays même comme le Bénin. Hein, vous verrez que le Bénin, n'est-ce pas, de Yahi Boni ou avant Yahi Boni, n'est-ce pas, et aujourd'hui, où on a l'impression que les choses sont plus compliquées avec l'actuel pouvoir, n'est-ce pas, vous verrez qu'il y a une corrélation quasiment étroite entre le processus de démocratisation, des efforts en matière de démocratie ou de liberté d'expression, n'est-ce pas, ou d'opinion, avec la liberté de la presse. Et donc, les pays où la démocratie n'est pas vraiment celle-là, vous verrez que dans les mêmes pays, il y a un problème de liberté de la presse parce qu'il faut bâillonner la presse. Il faut bâillonner la presse parce que la presse, c'est un pouvoir. Et donc, ceux qui sont en face du pouvoir ou qui sont à la tête des pouvoirs et qui veulent se maintenir à la tête des pouvoirs par tous les moyens, n'est-ce pas, utilisent des moyens de répression pour empêcher aux journalistes d'informer et d'informer librement. Hein? Donc, il y a cet effort, il y a ce problème-là. Mais également, je dis, les journalistes également doivent pouvoir se regarder dans un miroir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, beaucoup se disent être journalistes, mais je me rappelle encore que dans notre pays, il y a également cette expression pour dire que il y a ceux qu'on appelle les journalistes, il y a ceux qu'on appelle les journaleux. C'est-à-dire, il y en a. On va y revenir, Ferdinand Maïga. Jean-Placide Seri. Alors, ouais. Ferdinand Maïga le soulignait tout à l'heure, effectivement, quand on a parlé de la Namibie. On va voir avec vous la position de la Côte d'Ivoire qui est 12e, mais surtout, comment est-ce que vous expliquez, puisqu'on parle de démocratie, puisqu'on dit qu'il y a une relation forcément entre la démocratie et la liberté de la presse, comment vous expliquez que, par exemple, la Namibie vienne dans le classement mondial avant la France et le Royaume-Uni? Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit merci à Ferdinand pour son intervention. Vous savez, la presse aussi a un rôle de contre-poids. Voilà, un rôle de contre-poids, un contre-pouvoir, je veux dire, un rôle de contre-pouvoir. Alors, il y a l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi, dispose de la protection de la liberté de la presse. Est-ce qu'en Afrique, les journalistes sont protégés? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer aisément et librement? Non, ce n'est pas dans tous les pays africains. Oui. Mais nous, ce qu'on veut savoir, Jean-Placide Seri, c'est que si on fait cette corrélation entre la démocratie et la liberté de la presse,
est-ce qu'on peut expliquer logiquement que la Namibie, qui est un pays africain, soit Oui. dans le classement mondial de la liberté de la presse avant la France et le Royaume-Uni? Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on ne Alors peut pas vraiment, dire qu'il y a quand même des changements, il y a quand même une progression de la liberté de la presse dans nos pays? oui, dans certains pays, bien sûr, dans certains pays africains, oui, bien sûr, il y a une progression, énorme progression. Donc la Namibie, d'abord, c'est un pays anglophone, c'est pas étonnant, parce que c'est des gens qui bossent beaucoup, qui laissent faire. C'est quoi? Bon, on peut dire la Namibie, c'est un petit pays, donc qu'est-ce qu'ils ont à cacher à une petite population aussi? Bon, moi, c'est ce que je On dirait pense. la même chose pour la Guinée équatoriale qui est 50e Voilà. dans le classement. Mhm. Donc voilà, c'est des petits pays qui n'ont rien à cacher. Or, nous qui disons pays en voie de développement, pays qui grandit au fil du temps, donc on a beaucoup de trucs à cacher au peuple, à la population. Donc les dirigeants ne sont pas dignes d'eux-mêmes. Donc les journalistes forcent la chose, ils forcent pour trouver. Donc quand ils trouvent, donc voilà, tout de suite ils sont condamnés. Moi j'ai eu des soucis quand j'étais dans mon pays en Côte d'Ivoire, parce que j'étais au fait divers. Donc j'ai décortiqué des enquêtes sur des personnalités du pays où chaque fois j'étais convoqué à la gendarmerie, à la brigade des recherches. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Namibie, bon, je félicite ces pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont encore à la traîne. C'est ce que veut dire les pays francophones jusqu'à présent, à l'image de la France qui est notre colon, on ne veut pas avancer, on ne veut pas la vérité, on ne veut pas bouger. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Boni Niangoran, on revient avec vous sur on va parler un tout petit peu avec vous de la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est 12e dans ce classement. Mais j'aimerais savoir avant, si pour vous, il y a vraiment une corrélation entre démocratie et liberté de la presse. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, il n'y a pas aujourd'hui des choses qui ont été faites et qui font que les journalistes dans certains pays exercent leur métier normalement? Bien entendu, dans certains pays, on pourrait dire qu'il y a des avancées. Si je m'en tiens au cas de la Côte d'Ivoire, quand on prend le classement il y a cela quelques années, la Côte d'Ivoire était relativement aussi un peu dans une situation pas réluisante. Et je me réjouis aujourd'hui de la position du classement 2020 qu'il y a eu quand même voilà un bond en avant. Donc aujourd'hui, rester en Afrique, 12e en Afrique, et dans le monde, occuper le rang de 68e en Afrique mondial. et 68e mondial. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quand même eu voilà, un progrès. Rappelons-nous, l'année dernière, c'était pas le classement qui était dévolu à la Côte d'Ivoire. C'était encore relativement un peu plus. Ferdinand Maïga, on va fermer cette deuxième séquence avec vous en parlant de la situation du Cameroun. Le Cameroun est 40e au niveau du classement africain et 134e au niveau mondial. Est-ce que vous pensez que, pour vous, est-ce que ce classement est logique? Est-ce que il y a, on va dire, ça montre vraiment la physionomie, l'état de la situation de la liberté de la presse au Cameroun, selon vous? Oui, dans la mesure où, justement, vous savez, en ce moment, il y a déjà plusieurs journalistes au Cameroun qui connaissent des problèmes. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de Christophe Biokono. Vous connaissez l'histoire de Mimimifo, qui a été obligé de partir. Vous connaissez même l'histoire de l'ancien directeur général de la CRTV, M. Amadou Bamoulke. Et puis récemment, Rodolphe Poitou, qui a été arrêté au Cameroun. Voilà. Donc, vous comprenez très aisément qu'il y a toujours, n'est-ce pas, cette volonté de bâillonner la presse, de restreindre la liberté, n'est-ce pas, d'influencer les journalistes dans le traitement de l'information. Il faut qu'on laisse les journalistes faire leur métier et bien faire leur métier aussi. Parce qu'informer, c'est quoi? C'est donner au public des éléments factuels, vérifier et toujours actualiser sur un événement pour lui permettre de comprendre, de savoir et de se faire une opinion. Donc, il faut qu'on laisse les journalistes le faire. Et nous savons également que l'une des premières qualités de l'information, c'est le doute. La deuxième qualité étant la vérification, comme le dit si bien Hubert Boeuf-Méry. Donc, il faut qu'on laisse les journalistes faire bien leur métier. Et à partir du moment où ils font bien leur métier et qu'ils ont des choses à dire, si ces choses ont été vérifiées, n'est-ce pas? Alors, qu'on les laisse, n'est-ce pas, traiter l'information comme il le faut. Alors, au lieu de chercher à les bâillonner, au lieu de chercher à les influencer, n'est-ce pas? Ou alors d'acheter certains.
Parce qu'il faut également reconnaître que dans cette presse au Cameroun, il y a ceux qui font un effort de bien faire leur métier, mais il y a également ceux qui sont à la solde, n'est-ce pas, de certains courants, de certains lobbies et tout. Moi, je me souviens que quand nous étions journalistes au Cameroun, il y avait ce qu'on appelait les journalistes, il y avait ce qu'on appelait les journaleux, pour dire qu'il y a ceux, n'est-ce pas, qui sont là, voilà, qui sont prêts à tout, hein, et qui sont même prêts à écrire n'importe quoi pour plaire. Ça peut être au régime, ou alors ça peut plaire à certains autres lobbies. Hein. Mais attends, Ferdinand, oui, Ferdinand, ça c'est bien ce que tu dis. Mireille, toutes mes excuses déjà, ça me dit qu'à Ferdinand qu'effectivement, les journalistes, il y a une différence effectivement, mais vous savez que les journalistes en Afrique ont faim. Ils n'ont pas de salaire. On va revenir là-dessus, justement. Oui, ils n'ont pas de salaire, ok, d'accord. On va revenir là-dessus, Jean-Placide Seri. Ce sera d'ailleurs un des sujets que nous allons aborder dans la 3e séquence. Jingle. Okay. Diaf Radio, oh oh oh, qui s'y frotte s'y accroche. Diaf Radio, la chaîne de référence qui sans cesse fait la différence. Voilà, nous entamons donc la dernière partie de ce programme et justement, dans cette partie, nous allons parler des responsabilités, établir des responsabilités. Qui est responsable de la régression, de la progression de la liberté de la presse en Afrique? Quel est le rôle joué par les journalistes? Est-ce que les journalistes eux-mêmes peuvent contribuer à faire avancer les choses? On va donc commencer avec Ferdinand Maïga. On l'a vu tout au cours de ce programme que c'était quand même quelque chose d'intéressant pour lui. Alors, Ferdinand Maïga, qui est responsable de cet état de fait en Afrique? Aussi bien ceux qui sont à la tête des pouvoirs que également, il faut reconnaître également la responsabilité parfois de certains patrons de presse, hein, qui n'ont pas toujours les moyens, ou alors quand bien même ils en ont, hein, ils ne payent pas justement les journalistes au niveau qu'il faut, et certains sont obligés. Vous savez certainement ce que c'est que la loi de Maslow. La première hiérarchisation des besoins chez l'être humain, c'est un besoin physiologique. À partir du moment où un journaliste n'est pas bien payé, il n'a pas un bien salaire, n'est-ce pas, il est facilement dans une situation où du jour au lendemain, il peut être corrompu. Il y a également ça qu'il faut reconnaître. Ce qui fait que parfois, lorsqu'on lit un article de presse, on peut très vite comprendre que celui-ci, n'est-ce pas, cet article de presse, il a été acheté, ou alors ce journaliste a certainement obtenu, n'est-ce pas, des dessous de table pour écrire comme ça. Alors, à partir du moment où les journalistes ne sont pas déjà bien payés, il y a un problème. Et il faut également reconnaître que dans certains pays, aucun effort n'est fait pour aider ces journalistes, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans un État, c'est quoi? C'est une nation organisée, soumise à un gouvernement, il y a des lois, lequel contrôle et coordonne toutes les formes d'activité nationale. C'est-à-dire que dans un État digne de ce nom, n'est-ce pas, on peut décider, n'est-ce pas, de prendre des mesures pour imposer à des patrons de presse de pouvoir payer les journalistes, ne serait-ce que de leur donner un salaire digne de ce nom, ou du moins un salaire. Mais nous savons que dans certains journalistes, pour prendre le cas du Cameroun, dans certains journaux, les journalistes n'ont rien. Hein, certains sont obligés de passer le temps à se demander quel est l'événement qu'il y a aujourd'hui, quelle est la conférence de presse telle que tel ministre va donner ou tel directeur de société pour aller avoir des perdièmes. Attends, si un journaliste doit vivre des perdièmes et il n'a pas de salaire, alors vous savez, il est obligé quelquefois d'écrire ce qu'il ne faut pas écrire, ce que sa conscience ne lui demande pas d'écrire. Donc, la responsabilité est partagée, aussi bien par ceux qui sont à la tête de nos pays, mais également par ceux qui sont responsables de certains de ces journaux, qui du jour au lendemain ont fait de la presse un tremplin, quelquefois, pour avoir plus de pouvoir, n'est-ce pas? Il ne faut pas ignorer que dans certains de nos pays, des patrons de presse sont devenus des gens aussi puissants. Et souvent, ils utilisent ces moyens comme un tremplin de pouvoir aussi, parce que la presse, c'est un pouvoir. Mais souvent, ceux qui ont des problèmes, c'est les journalistes, parce que c'est eux qui sont au front. C'est eux qui sont là, qui risquent leur vie, n'est-ce pas? Et eux, ils n'ont pas toujours le meilleur des salaires. Moi, j'ai observé la presse au Cameroun et même dans plusieurs pays. Moi, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager, de regarder que ce soit la presse au Canada où j'ai été correspondant de presse pendant 5 ans à Montréal, ou dans d'autres pays comme il y a 3 ans où j'ai fait 2 mois de reportage au Vietnam et tout. Voilà, la presse n'est pas réalisante partout. Si on prend le cas du Vietnam, ce n'est pas des démocraties, n'est-ce pas? Mais au moins, s'il y a un salaire, on le donne aux journalistes.
Même quand bien même ce n'est pas le même traitement de la presse, de l'information qui est faite, parce que nous savons que c'est des pays également, n'est-ce pas, qui sont bâillonnés. Hein? Voilà, donc la responsabilité est partagée, aussi bien par les pouvoirs en place que par les patrons de presse, mais également, je dis quelque part, il faut une prise de conscience des journalistes, n'est-ce pas, de savoir que le journalisme est comme la médecine, c'est un sacerdoce. Comme la médecine, c'est un sacerdoce, comme un médecin prend le serment d'Hippocrate, lorsqu'on est journaliste, il faut se dire, on doit dire la vérité, rien que la vérité, donner la bonne information, rien que la bonne information. Voilà, c'est cela. Tant qu'on ne pourra pas arriver là, il sera très difficile. Prenez le cas, pour terminer, je prends le cas d'un pays comme la Jamaïque. Dans le classement dont vous parlez, la Jamaïque est 6e, juste derrière les pays scandinaves, n'est-ce pas? Juste derrière les pays scandinaves et les Pays-Bas. Comme un pays comme la Jamaïque, qui est un tout petit pays, est capable d'être 6e dans un classement mondial, et que le Cameroun ou d'autres pays en Afrique ne peuvent pas être au même niveau. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, nous devons pouvoir nous regarder dans un miroir, nous journalistes, les patrons de presse, mais également ceux qui sont responsables dans nos États, s'ils veulent vraiment que la presse soit libre et puisse traiter une information digne de ce nom, chacun a des responsabilités à jouer, chacun a une partition à jouer à son niveau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Jean-Placide Seri, alors, pour vous qui est responsable, est-ce que Ferdinand Maïga a parlé des patrons de presse, mais également des journalistes. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres responsabilités qui peuvent se dégager? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Ferdinand, parce que la presse, d'abord, c'est un rôle de contre-pouvoir. Vous savez, alors, le danger, le journaliste a son propre danger. C'est-à-dire, non seulement on a des salaires, il y a des journalistes non seulement qui ont un salaire impayé, qui n'ont même pas de salaire, mais des journalistes vraiment qui ne font pas bien leur métier. Alors, comme un journaliste se lève un matin, il est dans le même groupe, comme on appelle politique, dans le même groupe politique que le pouvoir en place. Il ne peut pas bien faire son boulot. Mais est-ce que ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas justement s'expliquer par le fait que ces journalistes-là n'ont pas de salaire? Oui, c'est ça. En fait, c'est là que je vais en venir. Oui, ils ont des familles à nourrir, le salaire impayé, mais ils n'en ont même pas. Voilà pourquoi je vais dans le sens des Ferdinand. C'est les deux poids, ce n'est pas deux poids, deux mesures, mais vraiment, il y a un poids sur lequel, si le journaliste est bien payé en Afrique, s'il a tout ce qu'il faut, il a un salaire normal, sa famille est à l'aise, sa fille est tranquillement, mais attends, pourquoi il va aller courir de gauche à droite? Il va faire normalement son boulot, son travail. Allez-y, demandez, faites vos enquêtes pour voir dans les pays où aujourd'hui, selon les classements, ils sont en tête. C'est parce que le journaliste est à l'aise. Il fait normalement son travail. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer simplement les journalistes et laisser les travailler normalement. C'est tout. Donc, Ferdinand a dit tout ce que je voulais dire. Oui, Ferdinand a répété, il a dit tout ce que je voulais dire. Je ne peux pas encore répéter les mêmes choses. On laisse le journaliste vraiment travailler. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire, c'est ça. Alors, on parle aussi justement de cette responsabilité des journalistes. Et moi, ce que j'aimerais savoir avec vous, Ferdinand Maïga, est-ce que les journalistes eux-mêmes, on va dire, sont en contrepoids pour la liberté de la presse? Pardon, je ne suis pas bien saisi. Alors, est-ce que les journalistes sont, selon vous, eux-mêmes, une épine dans leur propre pied? Ils sont en contrepoids contre la liberté de la presse? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on observe aussi. Hein, c'est ce qu'on observe aussi. Le problème n'est pas tout simplement de jeter la pierre à ceux qui sont en face de nous, qui sont à la tête de nos États, n'est-ce pas, qui sont un pouvoir, qui veulent absolument préserver leurs acquis, mais également, est-ce que les journalistes font un effort réellement à leur niveau de bien faire leur travail? Hein? Il y a également cela. Il ne faut même pas ignorer. Même dans certains journaux où les journalistes peuvent avoir le strict minimum, et certains toujours qui veulent davantage plus peuvent se laisser prendre par des pots de vin et tout le reste là. Il y a également ça. Il y a une prise de conscience, n'est-ce pas, à la fois individuelle et collective, également du corps de la presse, du monde de la presse, de savoir que le journaliste, n'est-ce pas, c'est un sacerdoce. Le journalisme, c'est un sacerdoce. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'étais jeune, je rêvais de devenir pilote d'avion, faire des études aéronautiques. À défaut de ça, ma mère a toujours rêvé, et mon papa, que l'un de ses enfants devienne prêtre. Et les gens m'ont toujours appelé prêtre depuis l'âge de 5 ans. J'aurais pu devenir prêtre. Pour moi, j'ai décidé de faire du journalisme. Pour moi, c'est un sacerdoce. Et donc, si tu fais du journalisme, tu dois bien faire ton travail. Quelle que soit la situation, donne-toi des moyens pour bien faire ton travail. Même si je sais, oui. Alors, Ferdinand Maïga, est-ce que vous ne pensez pas que le problème en Afrique, c'est aussi un problème de formation? On sait que
en Afrique, il y a plusieurs journalistes qui n'ont pas reçu une formation adéquate. Est-ce que ça ne peut pas expliquer cette ignorance qu'on assiste à autant de dérives? Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pourquoi également, pour ceux qui n'ont pas été formés, ils doivent, je pense que dans certains de nos pays, il faudrait que les associations s'organisent de manière, n'est-ce pas, que de temps en temps, qu'on puisse donner des petits recyclages aux journalistes ou alors à ceux qui veulent être formés dans ce métier-là. Vous savez, le journalisme n'est pas forcément le fait d'être passé par l'école supérieure de journalisme de Lille ou de l'ESTIC ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Il y a dans le système anglo-saxon ce qu'on appelle le learning by doing, et également du doing by learning. C'est-à-dire, on peut apprendre le métier pour l'exercer, tout comme on peut l'exercer pour l'apprendre. Alors, ceux qui ont appris le métier pour l'exercer, ils peuvent passer par des écoles. Il y a également ceux qui l'ont exercé pour l'apprendre, et c'est comme ça que d'autres sont devenus des journalistes célèbres. Les gens comme Ndiaye, on connaît son histoire, qui a été l'un des plus grands journalistes du Cameroun et même en Afrique. Alors, il n'est pas sorti dans les meilleures écoles, mais à force de travailler, à la transpiration de ses efforts au quotidien, il est devenu, n'est-ce pas, un journaliste digne de ce nom, respecté à travers le monde. Et donc, moi, je dis, si on est journaliste et qu'on est conscient qu'on n'a pas une formation dans une école de journalisme, n'est-ce pas? Déjà, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas eu cette formation et faire un effort pour travailler, pour avoir cette formation. Jean-Placide Seri, alors, oui, est-ce qu'on peut quand même, en parlant de responsabilité, parler aussi d'Internet et des réseaux sociaux, l'immédiateté de l'information? Est-ce que cet état de choses n'a pas une responsabilité aujourd'hui sur l'idée qu'on a des journalistes? D'accord. Ok. Je reviens rapidement à mon collègue. C'est pas forcément, il faut forcément avoir une formation en journalisme pour être le meilleur journaliste. Comme il a dit tout à l'heure, il faut même, il y a des gens qui sont formés sur le tas, comme on le dit souvent, pour arriver là où ils sont aujourd'hui comme grands journalistes, et d'autres qui ont fait une école spécialisée en journalisme, mais qui sont nuls aussi. Mais aujourd'hui, en Europe ici, par exemple, TF1 en France ici, à la botte des dirigeants. On connaît des grands journalistes aujourd'hui qui sont à la botte des dirigeants de ces pays ici en France, par exemple. Donc, quelle que soit la formation, que ce soit formé sur le tas, que ce soit formé dans une bonne école, grande école, de renom, sont toujours à la botte des dirigeants. Maintenant, concernant l'Internet aujourd'hui, l'Internet a fait qu'aujourd'hui, les informations sont vite divulguées. Aujourd'hui, tout sur Internet, tout le monde est journaliste. Celui qui s'élève tout de suite, il fait une petite photo, il envoie une petite information, il est journaliste. Donc ça aussi, ça casse même nous qui sommes déjà dans le métier. Voilà. Avant d'informer, nous on attend le temps de faire une enquête, le temps de regrouper les informations. Aujourd'hui, le petit gars de la rue, il a fait sa photo, il a balancé. Deux fois, mais il balance la photo sans mettre une petite info. Et il balance. Donc aujourd'hui aussi, ça aussi, c'est cassant. C'est cassant. Donc je dis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc les responsabilités sont vraiment limitées. Et si on parlait justement, puisqu'on parle des responsabilités, à votre avis, quelle est la responsabilité, par exemple, des gouvernants, de la justice, si on parlait de ces pressions économiques et judiciaires, qui, on le sait, contribuent quand même à affaiblir la production d'une information libre, indépendante et de qualité? Est-ce que vous pensez, vous, vraiment que les journalistes peuvent se passer des gouvernements, de la justice et tout ça pour pouvoir continuer à exercer leur travail normalement? Ferdinand Maïga, alors Ferdinand, est-ce que vous pensez qu'une des responsabilités peut aussi être le gouvernement, la justice, avec toutes les pressions économiques et judiciaires qu'on sait que les journalistes africains subissent, et même un peu partout dans le monde? Est-ce qu'on peut aussi parler de responsabilité à ce niveau-là? Ben, tout à fait, parce que dans un pays où il n'y a pas une justice digne de ce nom, hein, si on a une justice à géométrie variable, ou alors une justice à tête chercheuse, n'est-ce pas? Et il est tout à fait normal, n'est-ce pas, que les journalistes puissent connaître des pressions, n'est-ce pas? Parce que dans un pays digne de ce nom, où il y a une justice, ouais. Hein, vous verrez que les choses ne sont pas de la même manière. Les choses, le regard qu'on a sur les journalistes n'est pas le même regard. Dans un pays où il y a une démocratie, où il y a une justice digne de ce nom, ou dans un pays où on a affaire à une justice, n'est-ce pas, qui est à la solde du pouvoir. C'est ça le problème. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des responsabilités partagées
Mais l'État, dont le rôle est régalien sur tous les plans, c'est pas seulement en matière de défense, sécurité, en matière des affaires étrangères, c'est également, n'est-ce pas, d'œuvrer à une presse libre. Parce que le journalisme, la presse est importante dans un pays, aussi bien en matière de démocratisation que même dans le processus de développement. Pourquoi? Parce que le développement, c'est quoi? C'est un phénomène global. C'est l'ensemble des modifications, des transformations qualitatives qui favorisent l'amélioration des conditions d'existence, aussi bien sur le plan social, politique, économique, culturel, sportif, etc. Et donc, par conséquent, le journaliste, n'est-ce pas, a son rôle à jouer dans un pays digne de ce nom qui veut véritablement faire un saut vers la modernité. Et si donc dans nos pays, pour prendre le cas du Cameroun, on rêve réellement, n'est-ce pas, de sortir du goulag de la pauvreté pour un jour devenir ce pays qu'on estime ou qu'on espère être émergent, pas juste comme des slogans, alors là, il faut donner à la presse, à la liberté de la presse, n'est-ce pas, un rôle central dans le processus de ce développement-là. Sinon, le développement ne serait qu'un slogan et qu'un chimère. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et il faut également reconnaître, comme on disait tout à l'heure, pour revenir à la question que vous avez posée avant, la question de la déontologie de la presse. Vous savez, la déontologie de la presse, c'est le vade-mecum de tout professionnel de l'information et de la communication. Et donc, il est important que les journalistes également puissent connaître, ne serait-ce que cette déontologie-là. Quand vous avez des journalistes ou des journaleux, n'est-ce pas, qui font un métier juste pour le faire, qui ne connaissent pas la déontologie de la presse et qui ne connaissent même pas ce que c'est informer. Le mot informer dérive du latin informare, qui signifie passionner l'esprit, éduquer. Et donc, le journaliste, son rôle, c'est d'éduquer. Vous savez, l'éducation, c'est la base de la liberté. C'est la source de toute velléité de lutte pour la justice et d'amélioration des conditions de vie. Et donc, le journaliste doit prendre conscience que son rôle, c'est également d'éduquer et de bien faire son métier. Voilà. Jean-Placide Seri, on voit avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour changer les choses? Est-ce que les journalistes eux-mêmes ont un rôle à jouer? Alors, comme il a dit tout à l'heure, le journaliste, en fait, il faut l'éduquer. Il faut lui-même l'éduquer. Parce que même s'il a un bon salaire, il faut toujours l'éduquer, en fait. Oui, parce que s'il n'est pas éduqué, il faut qu'on lui dise carrément la route, le chemin à suivre pour être un bon journaliste. Parce que c'est ce que je vois. Malgré le salaire, même si on lui donne une voiture, on lui offre une voiture, l'État lui donne tout ce qu'il faut, il va toujours faire des dérives. Il y aura toujours des dérives dans ses métiers. Alors, c'est la formation. Comme il a dit, notre ami, c'est la formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, il y a toujours de quoi vraiment à relever des défis avec les journalistes africains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre sur le droit chemin? Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je suis... Ferdinand Maïga, vous avez une idée? Pour vous, qu'est-ce que les journalistes peuvent faire? Et d'autres personnes, d'ailleurs, pour changer cet état des choses? La première chose, je disais encore, c'est la prise de conscience. Oui. C'est de savoir qu'on a choisi un métier, non pas forcément parce qu'il faut s'enrichir, chacun doit vivre de son métier, mais de se dire que le métier dont je fais est un sacerdoce. Le métier dont je fais s'apparente, n'est-ce pas, au serment d'Hippocrate des médecins. C'est de sauver une vie. Et dont le journaliste, c'est également son rôle. C'est également son rôle. La plume, là, cette plume-là, n'est-ce pas? Cette plume-là peut tuer, peut devenir un revolver qui tue, comme ça peut devenir, n'est-ce pas, une rose, ou alors peut devenir un outil pour pacifier un pays. Et donc, lorsqu'on prend sa plume et qu'on veut écrire, ou alors qu'on est dans un studio, comme c'est le cas pour vous en ce moment, et qu'on veut informer, il faut se dire qu'il faut informer de manière à ne pas créer, n'est-ce pas, la division et tout le reste là, et donc traiter l'information comme il faut. Et cela voudrait dire que quoi? C'est de maîtriser les canons du métier, n'est-ce pas, savoir recueillir, faire la collecte de ces informations, son traitement de l'information et de sa diffusion de l'information, mais aussi d'être capable de chercher à savoir, à vérifier si l'information qu'on donne est la bonne. Parce que sinon, alors là, le journalisme peut devenir un danger. Donc, nous avons une responsabilité, nous également, au-delà du fait qu'on connaît la répression, au-delà du fait que ceux qui sont en face de nous et qui veulent préserver leurs intérêts font tout pour que, n'est-ce pas, il n'existe pas de presse libre. Parce que cette presse libre-là, n'est-ce pas, est un contre-pouvoir et vient, n'est-ce pas, et nuire à leurs intérêts personnels. Donc, malgré tout, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut savoir dans notre métier, surtout en Afrique, où les moyens ne sont pas les mêmes pour exercer le métier, comme dans certains pays, il faut malgré tout avoir cette prise de conscience et se dire que si on a décidé de faire ce métier,
véritablement, si on l'a fait, on a choisi par passion, par amour de faire ce métier, pour se donner les moyens. Et même quand on n'a pas été formé, il faut lire. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Google, taper comment écrire un bon article de presse. Vous verrez tout ce qu'il y a derrière. Donc, avoir le souci de se former, pas forcément dans une école, mais également d'avoir le souci de se former. Quand on a ce souci-là, on est capable de faire des choses. Moi, je me souviens, j'étais très jeune, à l'âge de 10 ans, quand je quittais Nebel pour aller découvrir pour la première fois la bibliothèque du Centre culturel français. Je vous rappelle, j'avais quitté le Chenois. Ma mère n'avait jamais su que j'avais fui la maison pour aller chercher à lire dans une bibliothèque à plusieurs kilomètres de chez moi. Et jusqu'aujourd'hui, la passion de la lecture et l'écriture ne s'est jamais éloignée de moi. Donc, il faut avoir la volonté, la détermination et se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Jean-Placide Seri, est-ce que pour vous, une solution serait aussi la dénonciation, c'est-à-dire qu'au niveau des organisations, des journalistes, qu'on participe quand même à séparer le bon grain de l'ivraie? Oui, bien sûr. Dans tout métier, il y a toujours des mauvais grains. Dans tout métier, il y a toujours des calamités aussi. Il y a toujours des dangers partout, dans tout métier. Même le voleur, quand il va voler, il y a toujours quelqu'un qui va le trahir. Donc, il y a toujours comme ça. Au cours du partage, il y a toujours quelqu'un qui trahit. Mais est-ce que vous pensez que ce serait une solution que les journalistes eux-mêmes soient capables de dire celui-ci, on ne le reconnaît pas parce qu'en fait, il ne respecte pas la déontologie du métier? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais si tu ne fais pas bien ton boulot, Madame Mireille, par exemple, vous tenez bien aujourd'hui votre micro. Si aujourd'hui quelqu'un ne fait pas bien son micro, on le dénonce. Ce matin, moi, je ne suis pas dans mon assiette. Si j'ai mal fait, on me dira, bon, Placide, tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Donc, on peut le dénoncer. Il n'y a pas de honte en cela. Donc, si quelqu'un, un collègue ne fait pas bien son boulot, bon, tu ne le dénonces pas, mais tu l'appelles et tu lui dis carrément, bon, comme il a dit mon collègue tout à l'heure, lis quand même Google. Vas-y, forme-toi sur la déontologie, sur le chemin, le droit chemin, et puis tu y arriveras. Et c'est comme ça. Ferdinand Maïga, on va terminer ce programme avec vous. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire de façon générale sur la situation de la liberté de la presse en Afrique? Ben, ce que je peux dire, c'est que la liberté de la presse en Afrique est une lutte perpétuelle. Les journalistes doivent continuer à lutter pour cette liberté de la presse, à la transpiration de leurs efforts au quotidien. Mais j'invite également, n'est-ce pas, nos leaders politiques, nos gouvernants à prendre conscience du rôle capital, n'est-ce pas, utile de la presse dans un pays, aussi bien dans le processus de démocratisation que dans le processus du développement d'une manière générale, n'est-ce pas? Et ensemble, regarder vers la bonne direction, parce que même si nous sommes un pouvoir, la presse, n'est-ce pas? Même si nous sommes un contre-pouvoir, mais notre rôle n'est pas de nuire pour nuire, mais c'est de dénoncer pour faire avancer. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit également. Il faudrait que ceux qui sont à la tête de nos États comprennent que les journalistes ne sont pas des ennemis. Ils font uniquement leur travail. Et quand ils le font bien et qu'ils sont conscients qu'ils l'ont bien fait, qu'ils ont dénoncé ce qui ne va pas et ils ont dénoncé exactement ce qui ne va pas, au lieu, n'est-ce pas, d'utiliser la justice, une justice à tête chercheuse pour les mettre en prison, c'est de reconnaître que ce qui ne va pas doit être amélioré, doit être ajusté pour que les choses évoluent. Je formule encore le vœu, n'est-ce pas, que nous vivions demain après-demain en Afrique, n'est-ce pas, dans un monde, dans un univers où la liberté de la presse sera véritablement une réalité. Et où lorsqu'on lira les classements, n'est-ce pas, mondiaux, n'est-ce pas, de la liberté de la presse dans les années qui suivront, on ne verra pas le Cameroun à la 104e place, mais on pourra voir le Cameroun également à la 6e comme la Jamaïque, ou alors comme d'autres pays émergents, ou alors les pays, n'est-ce pas, de l'Europe du Nord. Voilà, et enfin, j'espère que nous n'allons pas arriver à une espèce de khashoggisation de la presse, parce qu'on risque d'arriver là également. La khashoggisation, je veux parler de Jamal Khashoggi, n'est-ce pas, ce journaliste saoudien, vous savez dans quelles conditions il a été éliminé, n'est-ce pas, Ankara. J'espère qu'on ne va pas arriver à une khashoggisation de la presse. Et donc, mon rêve, c'est véritablement que les journalistes puissent exercer pleinement leur métier de nord en Afrique et que ce soit pour le bonheur de tous. Voilà. Merci Ferdinand Maïga, c'est sur ces paroles donc on va arrêter ce programme. On remercie chaleureusement Jean-Placide Seri qui était avec nous, Bonine Yangoran, Félix également. Merci à la technique. Nous espérons que ce programme vous a apporté des éclaircissements nécessaires par rapport à la situation de la liberté de la presse en Afrique et nous espérons
que vous serez aussi nombreux la prochaine fois quand nous débattrons d'un autre sujet. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Empereur, le technicien. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Diaf Radio, oh oh oh, la chaîne qui brise les chaînes.